Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot. Vous êtes à l'écoute de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui, dans l'émission, nous recevons Pierre-Antoine Donnet, ancien rédacteur en chef de l'agence France Presse, passé entre autres de Pékin à New York. Il a publié plusieurs ouvrages sur ce vaste sujet qu'est l'observation de la Chine. Il est aussi collaborateur et journaliste, avec notamment le site Asialist, et on le reçoit aujourd'hui pour nous parler de deux choses. La première chose qui sera le sujet de cette émission est un ouvrage, à savoir le dossier chinois Portrait d'un pays au bord de l'abîme. Ce livre réunit des chapitres écrits par 6 experts et observateurs reconnus de la Chine d'aujourd'hui, et on va explorer avec lui l'intérêt de cet ouvrage et savoir à qui il se destine et ce qu'il contient. La deuxième partie, donc ça sera retrouvé la semaine prochaine, on parlera un peu plus de sa vision, de la manière dont Taïwan est traité dans les médias et la manière dont ça a évolué aujourd'hui et au cours des, disons, 20-30 dernières années. On commence tout de suite donc cette interview avec Pierre-Antoine Donnet et on parle de ce livre, Le dossier chinois, publié aux éditions Le Cherche Midi. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre-Antoine Donnet. Donc déjà bonjour, merci d'être avec nous Pierre-Antoine Donnet. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. Et peut-être qu'on pourrait commencer, alors cet ouvrage on va en parler un peu en détail, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter ce dossier chinois qui titrait comme ça « Portrait d'un pays au bord de l'abîme » et peut-être que vous pourriez nous parler de l'angle peut-être que vous avez choisi pour dresser ce portrait justement. Tout d'abord, ce livre, c'est un travail en commun. Nous étions 6 à l'écrire. Donc, sur ce sujet, oui, la Chine d'aujourd'hui, comment évolue-t-elle? Quelles sont les inquiétudes que peuvent avoir les Occidentaux à l'égard de ce pays qui parfois prend une direction déroutante et, comme je l'ai dit, dangereuse. Alors, nous 6, nous avons chacun un peu notre regard et surtout notre expertise différente. L'un des chapitres est consacré à la responsabilité de la Chine dans le changement climatique. Un autre chapitre concerne les réseaux d'espionnage de la Chine à l'étranger. Un autre chapitre encore parle de la surveillance à l'intérieur de la Chine, une surveillance de plus en plus étroite. Un autre chapitre encore présente le rôle des femmes aujourd'hui en Chine. Et puis enfin, l'un de ces 6 chapitres que j'ai rédigés s'attache plutôt à tout ce qui est géopolitique et la place de la Chine aujourd'hui dans le monde. Et donc justement par rapport à ces thèmes, alors vous êtes 6 experts, on va dire d'horizons très différents, comme vous l'avez dit. Alors journalistes, sinologues, chercheurs ou de différents horizons. Qu'est-ce que vous essayez de raconter dans ce livre en choisissant ces différents thèmes-là? Et moi, une question qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que à qui il se destine cet ouvrage? Alors, d'abord pour répondre au deuxième volet de votre question, ce livre, en fait, nous l'avons rédigé de façon à ce qu'il soit lisible par tous, parce que la Chine est un pays complexe, difficile à expliquer, sur lequel circulent beaucoup de clichés, d'idées reçues, et qui malheureusement sont toujours là et qui dénaturent un peu le vrai visage de ce grand pays. Il y a pendant très longtemps été une certaine naïveté à l'égard de la Chine, pour ne pas dire une crédulité totale, mêlée c'est vrai, d'une admiration pour ce pays, et une admiration tout à fait légitime et justifiée, parce que c'est vrai que c'est une civilisation extraordinaire qui a illuminé une bonne partie de la planète pendant des siècles et des siècles. Alors, pourquoi ce livre? C'est parce que nous 6, de même que le préfacier, Mathieu Duchâtel, qui est directeur Chine à l'Institut Montaigne, nous partageons cette opinion que aujourd'hui, la Chine devient de plus en plus menaçante à l'égard de ses voisins, évidemment à l'égard de Taïwan, où là on voit bien que les méthodes sont celles de l'intimidation continuelle. Et donc voilà, donc nous avons voulu faire cette espèce de rapport lisible pour tous qui ne connaissent pas souvent très bien ce sujet-là. Et voilà pourquoi nous avons écrit ce livre. Donc vous avez peut-être le sentiment qu'on ne connaît pas suffisamment bien la Chine aujourd'hui ?
Ben non, comme je l'ai dit, c'est parce que vraiment il y a beaucoup d'idées reçues qui déforment ce qu'est véritablement ce pays. Et en particulier, euh, à quel point le sentiment des Occidentaux euh, commence à changer, mais a longtemps été, comment dirais-je, un peu pris en otage par des autorités chinoises qui utilisent beaucoup la désinformation pour répandre en Occident l'image d'une Chine paisible, apaisée, ne cherchant que la paix, alors qu'en vérité, ces mêmes autorités chinoises ont mis en place beaucoup de politiques, de méthodes qui sont celles de l'intimidation, de la coercition et de l'espionnage. Et puis on imagine aussi que dans votre livre, vous en parlez plusieurs fois de justement de cette importance d'essayer de connaître les personnes avec qui on a des échanges et des relations, puisqu'en Occident et en France, on a forcément des liens avec la Chine économique, culturelle, etc. Et justement, vous en parlez de ces, peut-être qu'au regard de la situation internationale, qui est important de se poser des questions de la nature des liens avec la Chine, et notamment du degré de dépendance qu'on va pouvoir entretenir avec un pays comme la Chine. Oui, alors la dépendance, effectivement, c'est ce qui est absolument frappant aujourd'hui. Et là, ça a été l'un des éléments qui ont contribué à un regard nouveau sur ce pays. Parce qu'en effet, euh, la gestion du Covid-19 en Chine a été catastrophique, mais elle a aussi fait prendre conscience en France et en Europe et ailleurs du degré de dépendance, avec notamment le fait que au début de la pandémie du Covid-19, les Français, mais aussi d'autres à travers le monde, en Europe en particulier, se sont rendus compte que on ne produisait plus un gramme de paracétamol et que tout ce paracétamol, en fait, est maintenant produit, fabriqué en Chine ou en Inde. Ça a été le point de départ d'une réflexion nouvelle sur les côtés extrêmement négatifs de cette dépendance. Dans ce livre aussi, alors forcément, on parle du gouvernement chinois, de ses influences, etc. Mais vous citez, vous et comme d'autres personnes qui ont participé à cet ouvrage, mais aussi des Chinois qui se mobilisent, qui luttent, des artistes, des journalistes, des citoyens, etc. C'est aussi une manière de rappeler. Vous avez quand même pas mal cité, vous aussi, dans votre partie, dans votre chapitre, justement beaucoup de Chinois qui se sont mobilisés ou qui ont été oppressés. C'est une volonté aussi de montrer qu'en Chine aussi, il se passe des choses en interne et que peut-être on n'est pas suffisamment, on connaît pas suffisamment aussi ça. De toute façon, une constatation s'impose depuis déjà longtemps. Les autorités chinoises, en fait, c'est un régime de dictature et qui aujourd'hui se dirige lentement mais sûrement vers une sorte de fascisme parce que toute dissidence politique est très sévèrement punie. La doxa officielle, c'est celle du Parti communiste chinois, qui est donc le parti unique. En Chine, évidemment, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de presse libre, il n'y a pas de multipartisme, il n'y a pas non plus de justice indépendante, qui sont les critères en fait des valeurs universelles de la démocratie. Cette démocratie est niée par les autorités depuis longtemps, à vrai dire, depuis l'arrivée de Mao Tse-tung au pouvoir en 1949. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, cette politique s'avère de plus en plus autoritaire et évidemment bon, qui passe par le fait que tous ces dissidents sont bâillonnés, jetés en prison et pour certains exécutés. Bon, donc on comprend que dans une situation comme celle-ci, de toute façon le Covid l'a révélé, qu'il est important pour continuer à avoir des échanges avec la Chine, de bien connaître ce pays. Et justement, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, je vous prends peut-être un peu de cours, mais récemment il y a un historien, Christian Henriot, qui a publié une tribune dans le journal Le Monde. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu passer, Oui. qui était titrée L'université française reste hermétique à la Chine. Alors de lui, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille, au département d'études asiatiques. Et en gros, on comprend que, dans sa tribune, il explique que l'université, elle n'offre pas de débouchés aux spécialistes en sciences sociales sur la Chine, par exemple, et que aussi on peut voir aussi que certains spécialistes vont être de moins en moins bien formés, faute de moyens. Est-ce que, selon vous, un constat comme celui-ci, est-ce que vous le partagez? Et est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose d'un peu inquiétant pour pour nous, Français, dans nos relations avec la Chine? Euh, Bien sûr que c'est inquiétant et bien sûr que je le déplore.
Mais en même temps, il y a aussi des facteurs qui sont là, qui favorisent cette situation que l'on voit aujourd'hui. En particulier, c'est que les échanges universitaires et scientifiques avec la Chine sont devenus extrêmement compliqués. Donc, pour un chercheur aujourd'hui démarrer une carrière et surtout faire des études pour devenir plus tard chercheur sur la Chine, c'est devenu infiniment plus complexe que ça n'était encore il y a 10 ou 15 ans. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est qu'à vrai dire, je pense aussi qu'il y a maintenant un peu une certaine désaffection à l'égard de la Chine. Par exemple, j'ai appris le chinois à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Je me souviens très bien qu'à l'époque, il y avait énormément de candidats pour rejoindre ces études à l'INALCO de langue chinoise. Aujourd'hui, c'est une pente descendante parce qu'il y a moins d'intérêt sur la Chine, parce qu'elle se referme sur elle-même, et au profit, par exemple, de la langue japonaise ou coréenne. On constate aussi d'ailleurs qu'il y a pas mal j'imagine, de chercheurs ou de personnes qui veulent être dans l'univers, on va dire, sinophone, qui maintenant vont tourner un peu leur regard justement vers Taïwan, parce que la Chine s'est refermée, parce que c'est plus compliqué, parce que peut-être ça fait peut-être un peu peur pour la suite de sa carrière, etc. Et donc, on va plutôt aller vers Taïwan, qui se présente comme une démocratie ouverte et accueillante, quoi. Donc ça, c'est Mais en fait, ça m'évoque aussi mon propre itinéraire, parce que quand j'ai eu le désir d'apprendre le chinois, bon, j'ai fait une première année à l'INALCO à Paris, mais la deuxième et troisième année, je suis allé à Taïwan et à Hong Kong parce qu'il était quasiment impossible d'étudier de façon sereine en Chine populaire. Et donc l'année que j'ai passée à Taïwan, pour moi, ça a été la possibilité d'apprendre le chinois parlé, écrit, deux, de découvrir là vraiment de façon très directe ce qu'est la civilisation chinoise, ce qu'elle a été et ce qu'elle est toujours. Et vous parliez de démocratie à Taïwan. En 1979 et 80, quand j'étais à Taipei, on ne peut pas dire que c'était encore vraiment une démocratie très vivante, mais enfin les marqueurs étaient là. Et aujourd'hui, bon, c'est une véritable démocratie. Et alors justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de Taïwan. Enfin, ça a toujours été récurrent de Taïwan via son voisin chinois quand on en parle notamment dans les médias. Dans ce livre, vous en parlez, vous l'évoquez Taïwan, mais vous en parlez assez peu. C'est quand même un gros sujet. Alors c'était un choix de vraiment se concentrer sur la Chine et plutôt que de parler de ses voisins. C'est-à-dire que oui, effectivement, l'objet prioritaire, c'était de décrire la Chine telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que Taïwan est là, mais la Chine est là aussi, et quand même très forte. Taïwan, c'est 24 millions d'habitants. Le continent chinois, la République populaire de Chine, c'est 1,4 milliard. Donc, et bien entendu qu'il est très important aujourd'hui d'observer où va la Chine. Alors, de Taïwan, moi j'en parle beaucoup dans un livre précédent, qui est Chine, le grand prédateur. J'y consacre presque un chapitre entier. Parce qu'effectivement, là, on voit aujourd'hui que les regards se tournent peu à peu vers cette île, enfin, une île principale avec toute une série d'îles plus petites tout autour, parce que, en fait, c'est une démonstration au quotidien que la démocratie marche aussi avec les Chinois. Ce qui avait été contesté pendant des années et des années, y compris par de certains qui se présentaient comme des experts de la Chine. C'est un démenti cinglant quotidien de cette assertion comme quoi la démocratie ne serait pas faite pour le peuple chinois. Auditeurs et auditrices, notre première partie de l'entretien avec Pierre-Antoine Donnet se termine. Vous pouvez vous rendre sur la page de cette émission pour retrouver des liens vers plusieurs choses, notamment l'ouvrage Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme. Vous pouvez aussi retrouver des liens vers notre invité et certains de ses articles publiés notamment sur le site en ligne gratuit Asialist, un excellent site d'information sur l'Asie, notamment l'Asie de l'Est. C'était Clément Tricot, moi je vous donne rendez-vous donc bientôt pour un nouvel épisode de RTF. N'hésitez pas à soit vous abonner au podcast, les liens sont sur la page de l'émission. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter ou encore Mastodon. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.